t'a inspiré? Alors, bon, il y a toujours plus... Enfin, c'est vrai qu'en général, c'est toujours des petites anecdotes qui m'arrivent dans la vie de tous les jours qui déclenchent une idée de roman. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Après, c'est vrai que j'avais envie de relever une sorte de défi et d'écrire un thriller dans lequel il n'y aurait pas de méchant et qui parlait d'amour. Voilà, ça c'est les petits trucs qu'on se met à soi-même. Et sinon, oui, une petite anecdote de la vie de tous les jours que je vais peut-être pas raconter ici, mais voilà, qui concerne la consommation de cannabis, où je me suis retrouvée dans une situation assez embarrassante. Et donc, bon, je peux le dire, voilà, j'ai surpris mon fils en train de fumer un joint avec un de ses copains. Donc j'étais pas contente du tout. Et en fait, le copain en question, c'est le fils de ma meilleure amie. Et il m'a supplié de ne rien dire à sa mère. Donc que faire, la confiance? Et donc voilà, c'était très compliqué pour moi parce que je lui ai dit, au début je lui ai dit non. Je ne suis pas ton amie à toi, je suis l'amie de ta maman. Et je tiens avec ta maman. Et puis, donc je lui ai dit, je vois ta maman vendredi prochain, je vais boire un café avec elle. On était dimanche. Et je lui ai dit, voilà, tu as jusqu'à vendredi pour le lui dire toi-même. Si tu ne l'as pas dit, c'est moi qui lui dirai. Et le jeudi soir, il m'a téléphoné et il m'a supplié en me promettant qu'il arrêtait, etc. Et donc, le lendemain, j'ai été boire un café avec mon ami. Et ça a été le pire café de mon existence parce que je me sentais hyper mal à l'aise. J'avais promis à son fils de ne rien dire. Et voilà, je me suis dit, en fait, c'est une situation impossible. Et bon, voilà, et ça donnait naissance à... Évidemment, j'ai eu beaucoup plus loin que dans la réalité. Voilà, c'est juste 2 ados de 17 ans qui fumaient un joint. Enfin, c'est pas... ils ont arrêté. Je pense, j'espère. Et donc voilà, donc c'est vraiment le point de départ de ce roman, ce secret par omission, par non-dit, ce petit secret. Donc là, je mets en effet 2 des personnages féminins dans cette situation, la belle-mère et la belle-fille. Ça se passe pas bien entre elles, enfin, il y a des tensions. Et donc la belle-mère surprend la fille de son compagnon en train de fumer un joint. Celle-ci lui supplie de ne rien dire à son père. La belle-mère se dit que c'est peut-être l'occasion justement de lui prouver qu'elle n'est pas une ennemie, qu'elles peuvent bien s'entendre. Elle ne dit rien et évidemment ça va provoquer des choses, enfin des catastrophes en domino. C'est vraiment la chute des dominos. Voilà. Et toi, Adeline, pour La Vraie Vie, qui est ton premier roman, quel a été l'élément déclencheur? Quelles sont tes inspirations? Est-ce que c'était également un fait divers ou imaginer des enfants? Voilà, d'où vient la fiction? Alors c'est assez compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'écris, à l'époque où j'ai commencé à écrire La Vraie Vie, je faisais beaucoup d'impro théâtrale. Et donc j'écris un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je commence sur la première impulsion que j'ai et je cherche pas à avoir une idée spécialement et je me lance et j'écris et en fait je laisse l'histoire naître toute seule. Donc là j'avais commencé à écrire un truc, je savais même pas si ça allait être un roman, une pièce de théâtre, un film, enfin voilà, j'avais aucune idée. J'ai commencé juste à écrire ce texte avec la voix d'une fille assez énervée et très vite il y a eu cet accident qui a surgi, l'accident du glacier qui survient au début de La Vraie Vie et ça a donné naissance à une nouvelle et puis à partir de cette nouvelle je me suis dit tiens, il y a de la matière, faut peut-être en faire plus qu'une nouvelle, ça va peut-être un petit peu vite et c'est là que j'ai commencé en reprenant cet incident de départ à écrire La Vraie Vie. Après cet incident, c'est malheureusement arrivé réellement au glacier de mon enfance et voilà, donc comme Barbara, je pense que on s'inspire toujours de choses. Enfin, je veux pas parler pour tous les auteurs, mais en tout cas dans mon cas, c'est vrai que je vais reprendre des choses de ma vie, des anecdotes, des choses que j'ai entendues
a priori plutôt loin de moi, des choses que j'ai entendues et je les mets dans l'histoire et puis je vois ce que ça crée. Quoi, le coup du glacier, c'est vraiment arrivé il y a, comme dans le livre Non, pas exactement comme dans le livre, mais c'est arrivé, le glacier de mon enfance, il est mort dans son atelier, donc tout seul, heureusement pas devant les enfants, mais il y a un siphon qui lui a explosé à la figure et il est mort comme ça. Et je pense que cet événement m'avait perturbée. C'est arrivé pas quand j'étais petite, je crois que ça a dû arriver en 2010, quelque chose comme ça. Et ça m'avait perturbée parce que je m'étais dit, mais donc en fait, même quand un mec est en train de préparer de la glace dans son atelier, un petit artisan gentiment, enfin, s'il y a bien une situation dans laquelle on s'imagine être en sécurité, c'est bien là. Et ben même là, on peut, le pire peut arriver, l'horreur peut survenir. Et c'est vrai que ça a été un petit peu le point de départ de me dire, qu'est-ce qui se passe quand un enfant fait cette expérience-là, comprend ça, qu'en fait il n'est en sécurité de nulle part, jamais. Mais dans vos deux romans, on sent bien l'horreur peut surgir de partout. Et donc, est-ce que c'est aussi des modèles, je me disais, est-ce que c'est une expérience dans votre écriture de voir jusqu'où l'horreur pourrait aller dans un quotidien que nous vivons? Est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous écrivez, que vous montez l'histoire? Moi, dans mon cas, j'écris du thriller, donc c'est quand même un genre littéraire qui demande il y a un suspense et une tension crescendo quand même, ce qui est déjà très différent de la littérature générale. Il y a des codes du thriller, alors je dis pas à respecter parce que par exemple moi j'étais pas spécialement lectrice de thriller avant d'en écrire et je pense que le fait de ne pas justement être enfermée dans des codes bien précis m'a donné une grande liberté justement d'imagination et de création parce que je n'avais pas d'obstacle. Donc ça pour moi c'était une chance. Après c'est vrai que voilà, c'est un genre littéraire qui demande de l'action et des retournements de situation, des coups de théâtre. Alors moi, en plus, je fais du thriller psychologique, donc j'axe plus l'intensité des émotions que je veux provoquer chez le lecteur sur les relations entre les personnages et les situations dans lesquelles je mets. Je vais pas passer des pages et des pages à décrire une autopsie ou le meurtre d'un serial killer. Enfin, c'est pas trop mon créneau. Au contraire, moi, vraiment, mes histoires, c'est toujours des gens ordinaires à qui il va arriver une grosse tuile et je vais pousser la tuile le plus loin possible. Alors, la règle que je me donne, c'est de toujours rester très crédible. Parce que je pense que le genre de littérature dans lequel j'écris ne peut fonctionner que si on y croit. Voilà, si on se dit oh, mais ça pourrait m'arriver. Puisque justement, j'ai pas de serial killer, j'ai pas d'autopsie, j'ai pas de gros effets, j'ai pas de course-poursuite en bagnole, j'ai pas d'espion, c'est toujours très, très ordinaire et donc je suis obligée justement de provoquer l'attention du lecteur en lui disant ça pourrait arriver. Et pour que ça puisse lui arriver, il faut que ce soit hyper crédible. Mais après, oui, il faut que je trouve, voilà, dans ces codes-là que je me suis un peu imposée à moi toute seule, il faut que je trouve le moyen quand même que mon histoire, on fasse ah ouais, ah, ou ah non, ah, voilà. Bah oui, dans je sais pas, c'est génial le fait je vais pas spoiler, c'est quand même l'histoire d'une nana qui tombe dans un trou dans une forêt, ce qui peut arriver à peu près à n'importe qui dans n'importe quel contexte. Mais voilà, tu ajoutes le fait qu'elle est diabétique, oui, c'est ça. Et qu'elle a absolument un besoin vital de sa... Mais, disons, en fait, le truc, c'est que je me suis renseignée combien de temps on peut tenir dans un trou. Et c'était énorme, quoi, genre... en plus, s'il pleuvait, parce qu'il fallait qu'il pleuve pour que ça piste, pour que les chiens pisteurs ne puissent pas la retrouver, hein, donc elle pouvait boire, et donc je sais plus, mais elle pouvait tenir une semaine, 10 jours. C'était trop long pour moi, il fallait qu'elle soit en danger beaucoup plus vite.
Et donc j'ai trouvé ce truc-là. Ah bah tiens, s'il était diabétique. Ah oui. Effectivement, il y a cet obstacle de l'insuline, c'est génial, parce que c'est effectivement ultra crédible. Surtout que tu l'implantes dès le départ. Dès le départ, tu t'expliques qu'elle est diabétique. Oui, non. Voilà. C'est dans ce ordre-là qu'il faut dire. Si tu la mets dans le trou, et tout d'un coup, j'ai oublié de vous dire, au fait, elle est diabétique, on n'y croit pas. Quoi. Et donc dans la construction aussi de vos personnages, dans Je t'aime, il y a énormément de personnages. Est-ce que ce sont des personnages que vous aviez déjà construits auparavant? Est-ce que vous les aviez dans vos têtes? Est-ce que vous inspirez, j'imagine, de personnes que vous connaissez? Et comment vous les avez reliés au-delà de la du livre? Mais en fait, moi, je pars toujours d'une situation. Et mes personnages vont se construire pour donner à cette situation le plus d'ampleur possible. Donc voilà, on vient d'en parler, c'est le meilleur exemple. Au tout début, mon institutrice n'était absolument pas diabétique. Elle est devenue diabétique pour les nécessités du scénario, pour cette situation. Et en fonction de ça, le fait qu'elle soit diabétique lui a donné une certaine psychologie. Pareil, au début, en fait, mes personnages sont toujours très neutres au départ. C'est vraiment toujours monsieur et madame tout le monde. Et puis, en fonction de ce qui m'intéresse et de l'évolution de la situation, ils attrapent des qualités, des défauts. Par exemple, ce personnage d'institutrice est très très laide. Et en fait, ça c'est venu en cours d'écriture parce que la petite fille, l'autre héroïne du roman, la petite fille, est très très belle. Et en fait, j'avais commencé en disant qu'elle était très très belle, et je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle entre les deux personnages. Et du coup, l'institutrice est devenue très très laide, parce qu'en fait, elle provoquait la même chose finalement. Qu'elle soit très belle ou très laide, ça provoquait la même chose chez les autres. Une sorte de fascination qu'on regarde, le fait de ne pas oser approcher, le fait de tout de suite juger sur ses physiques extraordinaires. Voilà, donc ça se passe toujours comme ça. Et toi, Adeline, pour la construction des personnages, du coup, le père, la mère, le frère, et puis tous les autres qui sont secondaires, mais qui ont un rôle très important. Ouais, alors, moi, je sais pas. Ils sont venus dans l'écriture. Oui, ils viennent dans l'écriture. Et là, je fais l'expérience parce que j'écris en ce moment et j'essaye de plonger dans un nouveau roman. Et en fait, j'ai l'impression de partir à la rencontre de mes personnages. Donc en fait, moi, je pars pas du tout d'une situation, je pars plutôt d'un personnage et d'une voix qui me vient, mais presque... après, c'est ma petite croyance mystique à moi et qui m'aide à écrire, mais en fait, c'est comme si le personnage existait dans une dimension parallèle et qu'en fait, il avait simplement besoin d'un transmetteur pour pouvoir arriver dans notre monde à nous. Et puis, je sais pas pourquoi, il a eu la mauvaise idée de me choisir moi. Et donc j'essaye d'écouter ce personnage et de comprendre ce qui lui arrive, d'écouter sa voix. Et à partir de sa voix, il y a une situation qui se crée, il y a des conflits, il y a des choses qui naissent. Et voilà, mais ça demande en fait une certaine errance de ma part. Donc quand je commence à écrire, je sais pas du tout où je vais, j'ai aucune idée de l'histoire que je vais raconter, je sais pas dans le contexte, je sais juste que j'ai un personnage qui s'exprime à travers ma plume, et c'est peut-être pour ça que mon premier roman est écrit à la première personne du singulier et que le deuxième aussi, parce que je le laisse juste s'exprimer, et puis je vois ce qui lui arrive. Et en fait, en fonction de qui il est, et des décors dans lesquels j'ai envie de le placer, c'est peut-être la seule chose que je maîtrise un tout petit peu, et ben la situation va naître de ça. Ça demande beaucoup de temps et d'errance. Ouais. Et vous venez toutes les deux, vous êtes de formation, vous venez du monde du théâtre. Alors est-ce que dans l'écriture, il y a des techniques de théâtre qui arrivent, que ce soit en dialogue, que ce soit de l'improvisation, dans la construction de l'histoire? Est-ce que ça a une influence sur votre écriture? En fait, oui, mais complètement, dans le sens où, compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai besoin que ce soit très crédible, qu'on y croit, et surtout qu'en écrivant du thriller psychologique,
moi c'est pareil Kathleen, hein, je pars une fois que j'ai ma situation, je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout ce qui va se passer et du coup en fait je me rends compte que pour chacun de mes personnages j'ai besoin de me mettre à sa place pour savoir comment il va réagir, comment il va parler, etc. Et forcément la formation théâtrale intervient puisque faire du théâtre, c'est incarner des personnages et leur donner vie. Et je suis persuadée que ça m'aide beaucoup, justement, de me mettre à la place d'une institutrice très laide, une petite fille très jolie, un mari autoritaire. Voilà, c'est un peu le principe du théâtre, c'est d'incarner des personnages. Donc, ouais. Bah oui, je vois les choses exactement de la même façon que Barbara et j'irais même plus loin en disant que ça participe de ce processus dont je parlais là tout de suite, c'est-à-dire d'être en fait une marionnette au service d'eux. Et en tant que comédienne, c'est ce que je suis. Je suis une marionnette au service de l'histoire, au service d'un metteur en scène, au service d'un personnage, mais quelque part je ne suis qu'un passage qui permet à une histoire d'émerger. Et en tant qu'auteur, je l'aborde exactement de la même façon, sauf que en tant qu'auteur, je dois aussi être metteur en scène. Je ne peux pas me contenter d'être uniquement comédienne. Je dois aussi m'occuper de la mise en scène. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, je mets les lunettes du personnage, je dois voir le monde à travers ses yeux. Et c'est fascinant et ça permet, après moi égoïstement, ça permet aussi d'échapper à, j'allais dire à la tristesse de ma vie, c'est pas vrai, mais à la tristesse de n'avoir qu'une On te plaint. Non mais à la tristesse de n'avoir qu'une seule vie. Et je crois que c'est pour ça que j'ai voulu être comédienne à la base, c'est qu'en fait je supportais pas de devoir choisir un métier, de devoir choisir d'être une seule personne. Ça m'a toujours terrifiée de devoir choisir un logement, une personne avec laquelle j'allais vivre toute ma vie. Enfin voilà, cette espèce de truc de devoir s'enfermer dans une case, ça me terrifie. Et en décidant d'être comédienne, je me disais, au moins sur scène, au moins pendant le temps de la présentation, je vais pouvoir être quelqu'un d'autre. Je vais pouvoir avoir des dizaines de métiers, des dizaines d'amants, des dizaines d'enfants. Enfin voilà. Et quelque part, l'écriture romanesque, c'est ça aussi, c'est échapper à ça, c'est échapper au fait de n'avoir qu'une seule vie, de n'être qu'une seule personne. Ouais, on voyage à travers les livres et on vit plusieurs vies en lisant. Alors je vais passer un peu sur la notion de page turner. Voilà, moi je me suis posé la question pourquoi je lâche pas le bouquin. Et je me suis rendu compte que je me projetais dans les personnages, qui étaient dans des situations assez instables. Et si je refermais ce bouquin à cet instant-là, il allait être en suspens. Et je voulais pas le laisser dans cette situation. Et donc on continue à lire, on lit jusqu'à la fin. Et il est trop tard pour avoir une mine fraîche le lendemain matin. Et je me demandais, du côté de l'écriture, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous écrivez et vous ne pouvez plus vous arrêter parce que là on est dans une situation, nom de Dieu, si on arrête l'écriture à ce moment-là, il y a ces personnages en suspens qui sont dans une mauvaise situation. Alors, est-ce que le lecteur qui ne lâche pas son bouquin, l'autrice qui ne lâche pas son clavier, est-ce que vous avez cette sensation? Bon, après, il y a la vie. Il y a la vie, c'est-à-dire que moi, quand je suis en train d'écrire et que ma fille rentre à 5 heures, je peux lui dire attends, il y a mon personnage là qui est en suspens, je peux pas l'aider. Elle s'en fout, hein, en général. Donc, non, enfin, c'est plus. Je veux dire. C'est plus technique que ça, enfin j'aime pas ce terme, mais bon voilà, après, moi personnellement c'est quand même un travail, il y a déjà le travail de l'imagination, puisque comme on l'a dit, on commence, on sait pas où on va, donc on doit construire l'histoire au fur et à mesure qu'on l'écrit, et là ça vient bien ou ça vient pas. Moi, je viens de vivre une expérience traumatisante, j'en parlais avec Sébastien tout à l'heure, dans le sens où ça fait 2 mois que je suis coincée au début de mon histoire et je trouve pas la suite. Et je commence à être hyper stressée, hyper oppressée. Et en fait, moi, avec mes situations,
il m'arrive la même chose que toi avec tes personnages. C'est-à-dire, à un moment donné, tout d'un coup, j'ai l'impression en fait les situations, elles existent déjà, enfin que l'histoire, elle est là. Il faut juste que je la trouve, quoi. Et là, je la trouvais pas. Et il y a 2-3 jours, je l'ai trouvée. Et je respire. J'ai même dit merci à je sais pas qui. Merci, c'est vraiment trop sympa de votre part de m'avoir fait trouver cette histoire. Donc c'est plutôt là, plus que dans l'écriture. L'écriture après, voilà, il y a le travail. Après, c'est vrai qu'il y a par exemple, quand j'ai plusieurs heures devant moi, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir se laisser aller, etc. Mais je dirais que ça, c'est plutôt dans l'imaginaire, la création, dans l'esprit, construire l'histoire, etc. Oui, moi je sais pas, c'est vrai que je n'ai pas anticipé le côté page turner de la vraie vie. En écrivant, la seule scène où vraiment là, elle m'est tombée dessus, et dans l'écriture ça a été un kiff monumental, et j'espère avoir revivre ce genre de kiff d'écriture un jour. C'est évidemment la scène de la forêt, où là, effectivement, au moment où ça part, je n'ai pas du tout anticipé cette situation. C'est-à-dire que moi, je savais qu'il partait dans la forêt, je savais qu'il y aurait un jeu, mais je ne savais pas lequel. Et le jeu commence, je me dis, mais oui, évidemment, c'est ça. Et là, voilà, c'est un boulevard qui s'ouvre devant moi, et c'est génial, parce que, comme tu dis, c'est tellement difficile l'écriture. C'est dur, il y a peut-être des auteurs qui se mettent le matin à leur clavier et qui enchaînent comme ça toute une... Enfin voilà, c'est facile. Moi, c'est pas le cas, vraiment, c'est dur. Chaque mot, c'est difficile de le sortir. Je suis vite à court d'idées. Enfin voilà, Et là, à ce moment-là, voilà, je savais que j'allais avoir quelques journées devant moi d'écriture fluide et agréable, où je savais exactement... Enfin, j'étais dans la peau de la petite fille, et il n'y avait plus qu'à. Il n'y avait plus qu'à l'écrire. Et ça, c'est génial. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut s'arrêter d'écrire avant d'arriver au bout de ça. C'est comme un chercheur d'or qui tout à coup tombe sur un filon. Je crois qu'il faut rentrer se coucher le soir avant d'avoir exploité tout le filon, pour avoir le plaisir le lendemain matin de pouvoir le reprendre. C'est Bernard Werber qui fait comme ça. Lui, il travaille tous les matins de 8h à midi, en gros. Et il s'arrête, même si ça vient bien, même s'il est dans le truc, il s'arrête avant d'être épuisé, enfin, tu vois, il fait très attention de s'arrêter et d'être frustré de s'arrêter. Parce qu'il dit comme ça, le lendemain, j'ai qu'une envie, c'est de me lever pour y aller. Ouais, oui, c'est malin. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta situation qui était bloquée, il y a quelques semaines, j'ai entendu une conférence de David Grossman qui disait, je trouvais ça super touchant, il parlait d'un roman qu'il écrivait sur un personnage féminin, je ne sais plus lequel, j'avoue que je n'ai jamais lu, mais sur un personnage féminin qui perd son fils. Et lui, je crois que ça a duré 3-4 ans. 3-4 ans de... Quelle panique. Ouais, oui, il avait son personnage, mais l'histoire ne venait pas, et il savait pas comment l'aborder. Et qu'à un moment, il s'est retrouvé à écrire une lettre à son personnage. Donc quoi, enfin voilà. Mais je comprends ce genre de démarche, je comprends qu'on puisse en arriver à ce point-là, un moment, d'écrire une lettre à son personnage en disant, c'était en anglais, il disait « Please surrender ». Ce mot n'existe pas en français, c'est rends-toi, s'il te plaît, rends-toi. Ça fait des années que je te cours après, et s'il te plaît, là maintenant, rends-toi. Et qu'il a compris qu'en fait, c'était pas au personnage de se rendre, c'était à lui de céder, et qu'à partir du moment où il a accepté de rendre les armes face à ce personnage et de se mettre au service d'eux, eh ben, le personnage est dit à lui, et l'écriture est venue. 3 ans, c'est de la panique totale. Ah ouais, moi je peux pas imaginer non plus. Oh là là. Quelle patience. Et du coup, on parle beaucoup d'écriture mise en route, et donc l'histoire se crée au fur et à mesure.
quel est le travail après avec l'éditeur? Comment revenir sur un texte avec une personne qui va avoir la relecture, qui va être peut-être interventionniste ou pas? Comment ne pas casser la spontanéité? Comment on retravaille un texte? Ça a des temps, donc on a besoin de cette spontanéité, on ressent, c'est un moteur d'émotion, voilà. Et du coup, en relecture, est-ce qu'il y a des comités de premiers lecteurs aussi? Parce qu'après plusieurs lectures, on ne sait plus s'il y a encore ce suspense, cette spontanéité, j'imagine. Comment ça se passe avec... Mais moi, je travaille depuis maintenant 12 ans avec la même éditrice. Donc voilà, déjà, il y a un confort énorme parce qu'on se connaît bien, elle me connaît bien, je la connais bien. Et puis surtout, on a vraiment confiance l'une dans l'autre. Et du coup, alors il y a un vrai travail éditorial qui dure plusieurs mois. Donc apparemment l'Iconoclaste c'est pareil puisque tu dois le remettre en février pour septembre. Ouais, si je veux qu'il y a... Non. Février, c'est la dernière version, donc... Oui. Non, mais c'est-à-dire que si je veux entamer le travail éditorial avec mon éditrice, je devrais le remettre fin octobre. Ah oui. Pour une sortie en septembre. Ouais. Okay. Ah oui, là c'est... Mais après, moi, c'est mon premier roman, donc forcément, j'ai une expérience voilà, qui est unique sur celui-là. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envoyé, c'était une version qui était pas aboutie du tout et qui faisait, pour vous donner une idée, la version que j'ai envoyée, elle faisait 100 000 signes. Julia Pavlovitch, qui donc allait devenir mon éditrice, m'a rappelé en me disant écoute, voilà, il y a des bonnes choses, mais en l'état, c'est pas publiable. Si tu veux, je te renvoie ton manuscrit avec des annotations. J'ai reçu mon manuscrit. Elle m'avait barré purement et simplement 30 000 signes. Donc il m'en restait 70 000. Et la version finale fait 240 000 signes. Mais oui. Donc j'ai vraiment tout réécrit. Justement, avec ce travail éditorial, moi j'en ai eu besoin. Alors j'espère que sur le deuxième, je serai plus aguerrie et je serai capable d'avoir, enfin voilà, de pouvoir sortir une première version beaucoup plus aboutie. Mais moi j'ai vraiment eu besoin et c'est vrai qu'à l'Iconoclaste, ils sont assez interventionnistes. Donc moi, pour l'instant, je me sens pas capable de faire un roman sans à la fois Julia et Thomas, qui est mon premier lecteur aussi, et voilà, qui m'a encouragée à écrire, et aussi, dont j'ai aussi besoin du regard. Moi, c'est super important. Je me sens complètement insécurisée. Une fois que j'ai terminé, même encore récemment, j'ai écrit une nouvelle pour le 1, pour Eric Fotorino, et avant de l'envoyer, j'ai eu besoin de la faire lire à la fois par Thomas et par Julia pour avoir leurs avis. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'effectivement, il y a moins d'interventions. C'est-à-dire que c'est plus, écoute, c'est top, voilà, corrige juste ça, et puis ça ira. Mais j'ai aucun problème avec ça, vraiment. Pour moi, c'est de nouveau, avec ma formation de comédienne, je suis consciente de ne pas être capable toute seule d'avoir un regard. À un moment, il faut un regard extérieur, il faut quelqu'un qui ait de la distance, qui découvre le texte et qui soit capable... À un moment, moi, je suis perdue dans la matière aussi. C'est long, un roman. Il y a beaucoup de matière et à un moment, on ne sait plus... voilà, on ne sait plus où on est, on n'a plus le recul. Et donc, ouais, le travail éditorial, c'est super important. Bah oui, c'est un vrai métier, il n'y a rien à faire. Alors moi j'écris mon 13e roman, donc j'ai plus d'expérience qu'Adeline. Donc voilà, il y a une lecture de mon éditrice, elle me fait part de tous les points faibles, je les corrige. Et puis après, il y a tout le travail éditorial sur le texte en lui-même. Et donc, où on finit par lire ce roman, je sais pas, 7 ou 8 fois. Enfin, donné, on n'en peut plus. Puis, à un moment donné, ce roman, on n'a plus envie de le voir, on ne le supporte plus. Mais voilà, c'est nécessaire et ça a vraiment, voilà, de la correction syntaxique et grammaticale à certaines formules que parfois les correcteurs ou correctrices nous proposent. La façon dont ça va se présenter dans le livre. Voilà, Ah oui, ça c'était vraiment un truc que j'avais pas du tout imaginé, le découpage des chapitres. C'est-à-dire que moi,
j'avais pas vraiment fait de chapitre, enfin, ça se suivait. Et c'est vrai que l'Icono, à un moment, m'a proposé un découpage de chapitres. Et je me disais, waouh, c'est vrai que c'est génial. Et ça a un impact, là, pour le coup, sur le côté page turner, parce que de temps en temps, il coupait un chapitre en pleine action, ce que j'aurais pas du tout pensé faire. Et c'est super intéressant. Donc voilà, c'est aussi un apprentissage. Donc moi, c'est des choses auxquelles je vais penser sur le deuxième, me dire, voilà, là, je m'arrête à telle page. Effectivement, peut-être sur un cliffhanger, sur quelque chose qui tend le récit, et puis pour donner aux gens l'envie de tourner la page et d'attaquer le chapitre suivant. Oui. Oui, d'ailleurs, dans la lecture, on ne le vit pas du tout en chapitre, parce qu'on se dit, tiens, je finis le chapitre et puis je vais bosser. Mais c'est impossible, on continue directement à la page après, mais le découpage est très important. Mais justement, dans le lit des livres Page Turner, on ne peut plus les lâcher. Alors, il y a une adaptation, d'ailleurs, ce soir, une projection du film Duel. Est-ce que quand vous écrivez un roman, vous pensez aux adaptations possibles? Non, surtout pas. Non. J'écris un roman, donc et je pense que si un auteur écrit un livre pour être adapté, j'ai l'impression qu'il s'enlève déjà une grosse partie des chances d'être un jour adapté, parce que justement c'est par le média de la littérature qu'un producteur ou un réalisateur va pouvoir faire son propre film à lui, plus que si on induit déjà le côté cinématographique dans le roman. Et en plus, voilà, le cinéma, c'est une écriture très particulière. Enfin, le scénario n'a absolument rien à voir avec l'écriture romanesque. Et voilà. Et donc moi, déjà, quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas du tout à ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on mettait des options sur mes livres. Et alors mon deuxième roman est devenu un téléfilm, donc c'est vrai que... mais c'est vraiment quelque chose, je me suis toujours bien empêchée, bien conditionnée en me disant, voilà, j'écris un roman. Et le reste, c'est pas mon souci en fait, c'est pas mon boulot. Et c'est par cette écriture romanesque que je peux raconter l'histoire que j'ai envie de raconter. Et si après quelqu'un envoie le lit et s'imagine le film, ben, tant mieux. Lui, c'est pas, ben, tant pis. Et tu es intervenue dans la réalisation? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord parce que je sentais que le réalisateur n'avait pas du tout envie que je commence à mettre mon grain de sel là-dedans. Et en plus, moi, donc c'était 2 ans après l'apparition du roman. J'étais déjà sur un autre projet. Et sincèrement, cette histoire, je l'avais déjà bien malaxée et retournée dans tous les sens. Et j'avais pas spécialement envie de retourner là-dedans. Donc je n'ai pas demandé, lui m'a pas demandé. Et puis voilà. Tu étais sur la scène publique et donc voilà, là, le bébé est lâché. Il peut être travaillé par une personne, il y a un détachement. Et en plus, je trouve que c'est très important que le scénariste et le réalisateur s'approprient l'histoire et en font leur bébé à eux. Et avec la première génitrice de l'histoire, c'est un peu, je pense, c'est un peu... En fait, le truc, c'est que je compare l'auteur d'un roman qui est adapté au cinéma ou à la télé, je le compare à une belle-mère, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un beau jeune homme qui tombe follement amoureux d'une belle jeune fille, qui est l'œuvre, qui est le roman, et donc qui va demander la main de la jeune fille à sa mère. Et une fois qu'il a obtenu la main de la jeune fille, en fait, il a juste envie d'aller faire sa vie et de vivre son amour sans la belle-mère, quoi. La belle-mère, c'est complètement rédhibitoire. Et donc voilà, j'ai essayé d'être une belle-mère sympa et cool et de lui laisser vivre son histoire d'amour avec mon bébé à moi. Et du coup, c'était assez chouette parce qu'il a assez vite compris. Et du coup, c'est lui qui m'a envoyé le scénario, puis il m'a fait venir sur le tournage, fait une apparition dans le film. Mais du coup, il le faisait de manière tout à fait détendue, parce qu'il savait que j'allais pas commencer à arriver avec mes gros sabots en disant ah non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc la rencontre de la belle-mère et du beau-fils s'est bien passée quand vous avez vu le film? Oui. Non. Bon, j'avais lu le scénario, j'avais été sur le tournage, j'avais vu des rushs. Donc ça va, j'ai eu le temps.
j'ai eu le temps de faire connaissance avec son bébé à lui. Et toi, Dim, pour la vraie vie, est-ce qu'on parle d'une adaptation ou est-ce qu'il y a un projet qui... Oui, c'est en cours. Donc la réalisatrice est en train de travailler justement sur l'écriture du scénario. J'ai eu un tout petit peu de mal à lâcher mon bébé, c'est-à-dire que j'ai demandé quand même... C'est ton premier bébé aussi. J'avais quand même demandé d'être co-scénariste, et puis, mais tout en disant que voilà, si je sentais que ça se passait bien et que voilà, que effectivement que le jeune homme qui allait partir, en l'occurrence c'est une jeune femme, ouais, moi je fais des enfants mais c'est sûr, qui allait partir avec mon bébé avait l'air de savoir où elle allait. J'allais la laisser tranquille, et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. On a fait 2 séances de travail ensemble, ce qui a été chouette pour elle parce que en fait elle avait besoin aussi de me poser plein de questions sur ce que je savais des personnages et qui n'apparaissait pas dans le roman. Donc tout, effectivement, on sait beaucoup plus que ce qu'on écrit. Donc on a bossé deux journées ensemble, et je lui ai dit ok, c'est bon, vas-y. et puis comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un côté, on a envie de passer à autre chose aussi. Voilà, c'est super si la vraie vie, voilà, si ma petite héroïne peut continuer à vivre sa vie à travers d'autres mains, à travers d'autres médias, et c'est cool. Mais là, je suis complètement sécurisée. Je sais que elle est géniale, Marie. Enfin, c'est Marie Monge, la réalisatrice, et en plus, elle a des idées. Elle trahit aussi. Enfin, trahit. C'est un grand mot, mais non, il faut trahir. Voilà, dans l'appropriation, il y a aussi une part de trahison, et c'est normal parce qu'il y a des choses qui passent en littérature qui ne passent pas du tout à l'écran, au cinéma. Donc forcément, il y a des adaptations. Enfin, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une adaptation. Il y a des adaptations à faire, et dans ces adaptations, elle peut aussi y mettre d'elle-même et de ce qu'elle a pu projeter dans le. Et je trouve ça merveilleux parce que justement, j'ai un regard de lectrice parmi tous les lecteurs qu'il y a eu. Moi, je suis pas dans la tête des lecteurs, donc je sais pas comment ils voient l'histoire, comment ils voient les personnages, comment ils se représentent les décors. Mais il y en a une parmi eux qui va justement pouvoir me le montrer à travers un film, et je trouve ça merveilleux, ne plus que son casting, de me dire ah ouais, okay. C'est ce visage-là que tu donnes à mon personnage. Ok, c'est pas du tout comme ça que je l'ai écrit, c'est génial, ça me fait super plaisir. Et donc, quels sont vos prochains projets? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais vous êtes sur lequel est-ce que vous êtes en train d'écrire un thriller? Moi, je suis donc sur mon prochain roman et sur l'écriture d'une série pour la télévision belge. Voilà, ce qui est déjà beaucoup. Moi, je termine la promo de la vraie vie, mais c'est vrai que là, je pense, l'enterrer. Ah non, c'est bon. J'ai beaucoup donné pour ça. Mais c'était génial, en même temps j'ai adoré, mais c'est vrai que là je sens vraiment la nécessité d'avancer, de passer à autre chose. J'écris un scénario de long métrage avec Thomas, justement. Je travaille donc sur l'adaptation théâtrale. Voilà, là pareil, je laisse le metteur en scène faire son taf, mais par contre il m'a choisi comme comédienne. Donc voilà, je serai... Un autre challenge. Et alors, il y a mon autre bébé qui a été moins médiatisé que la vraie vie, mais que j'ai vraiment envie d'accompagner aussi, qui est Bonobo Moussaka, qui est donc la pièce de théâtre que j'ai écrite, et qui là a trouvé un producteur. Et donc voilà, j'ai déjà pas mal joué en Belgique, mais maintenant elle va passer un peu au niveau supérieur et avancer. Et puis un deuxième roman, voilà, qui germe gentiment, à son aise. Je ne le brusque pas, je laisse les personnages justement venir à moi, et j'essaie de pas... J'espère qu'ils vont pas mettre 3 ans à arriver. Écoute, c'est bien possible. Ouais, mais en même temps, si je me dis peut-être que si ça met 3 ans, ce sera un autre roman aussi. Enfin voilà, je me stresse pas. Je me dis ça prendra le temps qu'il faudra. C'est ça, du moment que tu stresses pas. Moi je stressais. Oui, non, après, oui, non, si je reste 3 ans bloquée sur ma feuille blanche, j'avoue que je risque de péter un câble. Mais si je mets 3 ans à l'écrire, même 4 ans, même 5 ans, voilà, celui-là, je l'ai écrit sans savoir qu'il allait le publier,
Donc quelque part, il y avait une espèce Ouais, d'urgence. moi, je voulais savoir, enfin, je sais pas si on a le temps, mais justement, parce que enfin, moi, je suis passée par là. Donc, premier roman, tu écris un peu comme ça, et puis t'es publié, et puis on t'attend sur le deuxième. Comment tu le vis? Parce qu'en plus, toi, t'as une histoire de premier roman qui sort quand même de l'ordinaire. C'est pas tous les premiers romans qui connaissent ce succès-là. Comment tu le sens par rapport à ce second roman? Mais bien, c'est-à-dire que justement, j'ai écrit La vraie vie sans savoir ce qui allait se passer. Je l'ai écrit aussi en devant gagner ma vie à côté, donc sans pouvoir y consacrer peut-être autant de temps que je l'aurais voulu. Et donc là, justement, je me dis, le deuxième, c'est l'opportunité de faire peut-être quelque chose de plus riche, de plus abouti, de plus complexe. Et c'est quand même un luxe fabuleux de pouvoir se dire, je peux écrire et je ne dois pas gagner ma vie à côté. Donc j'avoue que je l'aborde avec cette joie-là, pas du tout dans l'angoisse de l'attente, que ce soit des lecteurs, de la presse, des jurys de prix et tout ça. Maintenant, je sais que c'est aussi parce que j'ai une capacité d'anticipation qui est très très limitée. Pour l'instant, je ne stresse pas. Je suis sûre que quand j'aurai fini de l'écrire, si je me projette dans un an, parce qu'il est possible qu'il sorte en septembre 2020, c'est ce que j'espère. Dans un an, à mon avis, je serai comme ça, j'aurai le chronomètre à zéro et je serai complètement paniquée de l'accueil, de décevoir les gens. Mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire les choses comme une artisane que je pense être vraiment avec tout mon cœur et je veux faire de la permaculture, je veux pas faire de l'agriculture intensive. Donc voilà. Merci, je vais laisser la parole au public. Alors, est-ce que quelqu'un a une question?